discute pas tous les jours. C'est un sujet ayant trait au rôle des armées africaines dans la garantie d'une paix durable en Afrique. Vous savez que les forces armées africaines jouent un rôle important dans la promotion, dans la préservation de la paix pour assurer aussi la sécurité des citoyens là où il y a les conflits. Et ce soir, dans notre émission Leadership d'impact, on va analyser comment les forces de l'ordre africaines peuvent maintenir l'ordre tout en respectant les droits humains et tout en évitant aussi d'être utilisés comme outil de répression politique. Nous examinerons les exemples de bonnes pratiques, les défis à relever pour garantir que les forces de l'ordre africaines soient au service de la population et non au service des intérêts politiques. Donc, avec les invités de ce soir, nous allons pouvoir analyser ce sujet qu'on ne traite pas tous les jours, je l'ai déjà dit au début. C'est un sujet qu'on a identifié parce que on voit les forces de l'ordre africaines un peu partout. Il y a les forces au sein de l'East African Community, il y a les forces au sein de la SADC, il y a les forces au niveau de l'Afrique. Donc, selon différents blocs. Et ce soir, on va essayer de voir comment ces forces de l'ordre africaine peuvent garantir une paix et une sécurité durable. Comparé aux forces étrangères, vous savez qu'il y a aussi la présence des forces de l'ONU au niveau de l'Afrique, mais souvent les gens se demandent si ces forces onusiennes remplissent réellement leur mission en essayant de faire allusion au rôle de l'ONU ou des forces onusiennes pendant le génocide de 1994 ici au Rwanda, là où ces forces n'ont pas pu sauver plus d'1 million de Tutsis qui ont été tués pendant le génocide contre les Tutsis. Alors, tout cela nous amène donc à débattre de ce sujet. Je suis avec Monsieur Alfred Jasna. Alfred, bonsoir encore une fois. Bonsoir. Et bienvenue dans l'émission Leadership d'impact. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Les gens me demandaient où est passé Alfred, où est passé Alfred. Alfred est là, mais seulement un peu occupé. Bon, je salue aussi les téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de ce débat qui va parler de la situation sécuritaire de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci. Je vous rappelle ou j'informe ceux qui ne savent pas encore que M. Alfred Jasna Camus est le PDG des médias Charlegon Media. Il est avec nous à Charlegon Media. Elle est l'une des organisations qui contribue à la production de cette émission Leadership d'impact avec Isango Star et Afrimedia. Ce sont les trois organisations qui ont uni leurs forces pour que vous puissiez avoir ce contenu que nous vous présentons tous les mardis. Alors, je salue aussi M. Gaston Louaka, qui est journaliste, qui est analyste des sujets continentaux, mais aussi des sujets régionaux. Bonsoir. Bonsoir Solange, bonsoir à tous et à toutes. Je suis aussi très ravi de participer encore une fois dans l'émission Leadership d'impact. Ok, merci beaucoup. Donc, sans trop tarder, nous informons déjà les téléspectateurs de pouvoir contribuer à cette émission en appelant le numéro qui va s'afficher bientôt sur l'écran. Et le numéro est le thème. Le numéro est le thème de cette émission qui est le rôle des forces de l'ordre africaines dans le maintien de la paix durable en Afrique. Sans trop tarder, on se demande, je l'ai dit même dans l'introduction, les gens disent, est-ce qu'on a besoin des forces de l'ordre africaines dans le continent, au moment où nous savons que chaque pays a ses forces armées, Alfred? Pourquoi Merci. D'abord, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Concernant ce sujet, c'est un sujet vraiment très important pour le peuple africain. Du moment où vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes d'insécurité,
les terroristes, ils sont partout en Afrique. Il revient de droit à chaque État de renforcer ou de constituer son force pour faire face à ces attaques ou bien ces incursions dans les États pour perturber la sécurité de ces pays. Bon, ici, le problème, c'est que, vous savez, d'abord, quand on parle de l'Afrique, remontons d'abord à l'Union africaine, parce que, vous savez, chaque État est libre, indépendant. Et il y a des forces régionales qui se constituent grâce à la volonté de leurs chefs d'État qui se mettent ensemble pour pouvoir aller défendre un État lorsqu'un État est en difficulté d'assurer sa sécurité. Donc nous le voyons partout, que ce soit ici en Afrique de l'Est, les forces de la SADC, la fois passée, en RDC, mais ce qui n'a pas fait long feu. Il y a aussi les forces du G5 Sahel, mais ça n'a pas fait long feu aussi. De la CEDEAO. Et nous avons les forces de la CEDEAO qui n'ont... Cette force qui a été créée mais qui n'a jamais été opérationnelle sur le terrain. Et récemment avec l'AES qui fait des bonnes actions. Et aussi nous avons aussi des forces indépendantes des États qui font des progrès tels que il y a les forces rwandaises avec les Russes qui sont en train d'aider la Centrafrique à se sécuriser. Nous avons aussi la force de l'ONU au Soudan, mais qui n'ont pas réussi à stopper la guerre au Soudan, malgré que ces forces étaient quand même sur le sol soudanais, mais cela n'a pas empêché que la guerre continue de perdurer. Et même l'Union africaine, qui était l'institution la plus mieux organisée avec des moyens et tout ça, n'a pas pu stopper la guerre. Et ça, c'est une situation à revoir. Oui. Ok, merci beaucoup Alfred. Je ne sais pas si Gaston aimerait ajouter sur l'importance. Là, les gens se demandent, est-ce qu'on a besoin de ces forces de l'ordre africaines où chaque pays peut se protéger, s'équiper en matière sécuritaire sans trop vouloir avoir une armée qui va assurer la sécurité dans différentes régions. Il a mentionné les conflits qui sont ici et là, la RDC, le Soudan. L'Afrique est un terrain de pas mal de conflits. Est-ce qu'il y a d'autres raisons derrière qui peuvent être, je dirais, qui peuvent montrer l'importance d'avoir ces forces? Bien sûr, l'Afrique a besoin d'une armée collective, d'une armée d'unité africaine. Mais historiquement parlant, je vais bel et bien dire que la plupart des armées africaines sont nées d'une manière prématurée. Alors là, je vais essayer d'expliquer mon argument. Vous savez, même pendant, que ce soit la première ou la dernière guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, il y a eu présence des armées africaines qui combattaient aux côtés, que ce soit de la triple ou même, donc au niveau même, là je vais parler parce qu'il y avait la triple alliance, la triple attente. Donc les Occidentaux avaient besoin des Africains pour aller les épauler, ces gens qu'on a appelés les tirailleurs, venant du Tchad, venant de Madagascar, venant même du Sénégal. Mais en revenant sur notre région du Grand Lac, vous vous souvenez très bien avec ce qu'on appelait le Rwanda-Urundi-Congo belge. Les Belges ont formé les Congolais en premier lieu en tant que militaires. Mais est-ce que cette armée congolaise était née de la vocation, de la volonté de la population? Vous allez voir que la réponse est non.
C'est-à-dire... Avant la présence des Blancs, chaque pays avait aussi une forme d'armée. Nous avions des armées traditionnelles. Voilà. Nous avions des armées traditionnelles qui combattaient pour la population. Et c'est pour cela que j'ai dit que ces armées modernes que nous avons, bien équipées, qui ont eu quand même une certaine formation militaire, même à l'étranger, n'a pas hérité de cet héroïsme de nos armées traditionnelles. Et ça, c'est déjà un mauvais départ. Donc, l'Afrique a besoin d'une armée unie, bien formée, mais qui découle de la volonté de la population africaine pour que cette armée soit prête, se donne quasiment pour défendre le continent africain. Merci beaucoup Gaston. Alfred, Gaston m'a mentionné le problème d'une armée qui n'est pas adaptée au contexte africain, d'une armée, je dirais, importée, si je me permets le terme, c'est-à-dire que les Africains avaient leur force d'armée au niveau de chaque pays avant l'époque coloniale, mais quand l'époque coloniale est venue, ils ont donc été obligés de changer leur façon de sécuriser le pays en essayant d'apprendre une façon moderne, avec les armes modernes, d'avoir un groupe militaire. Alors, je me demande si cela a eu un impact négatif sur cela, puisque l'armée était déjà là. Pourquoi les colons n'ont pas bâti une armée, disons, sur les éléments traditionnels vous savez, il y a eu deux périodes, la période coloniale et la période des indépendances. Maintenant, toute l'Afrique est indépendante. Donc, ce n'est pas les colons qui viendront nous former ou bien nous dire que voilà, formez-vous bien et que vous allez défendre vos intérêts et tout ça. Mais n'oubliez pas que le colon a quitté les États africains. Mais le colon est toujours là, à travers les chefs d'État africains, parce que ce n'est pas tous les chefs d'État africains qui sont dignes ou bien indépendants. Ils sont toujours téléguidés par l'extérieur. Et n'oubliez pas aussi que nos armées actuelles, il y a quelques États africains seulement qui disposent d'une armée digne, patriote et prêt à défendre les intérêts de leur pays. Que ce soit aller même défendre leur pays frère. Et on n'en dispose pas beaucoup, mais je ne peux pas citer les noms. D'ailleurs, même eux, ils le connaissent déjà. Mais le problème en est que le problème profond de l'Afrique, c'est que la plupart des États africains ne disposent pas d'armée nationale. Ils disposent que des milices déguisées en armée nationale. Alors, pourquoi ils le font? Parce que s'ils constituent une armée nationale, cette armée nationale ne va pas faire leur volonté. Et cela entraîne automatiquement que cette armée ne fera pas la volonté de ceux qui les ont installés au pouvoir, c'est-à-dire des colons. Donc, ce qui entraîne que le plus souvent, certains chefs d'État préfèrent faire des recrutements biaisés, c'est-à-dire ils essaient de recruter seulement que des soldats de leurs ethnies. Et cela ne va pas amener un grand nombre pour avoir une armée forte et défendre un État quand un État est attaqué. Donc, dans la philosophie de ces chefs d'État, pour eux, ils veulent seulement avoir une milice pour la protection personnelle de leur pouvoir et non pas pour la protection de leur population. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on peut généraliser cela? La plupart des États, oui. C'est la plupart des États ou c'est certains États? Non, la plupart des États. Donc, il n'y a que quelques États. Je peux très bien les citer, mais bon. Non, à toi de Et puis, ça découle Je dis très bien que la plupart des États font comme ça. Donc, quelques rares des États, bon, minimum 5 ou 7, qui respectent les bases d'une armée nationale patriote.
en Afrique. Sinon, le reste, là, c'est... Le reste, ils essaient d'embrouiller seulement les gens. Bon, et ils constituent leur milice. Et voilà, c'est comme ainsi de suite. Et quand on parle de la République, hein, donc c'est tout à fait les intérêts du président avec son entourage. Voilà, voilà. Donc, au lieu de faire constituer une armée basée sur le quota, par exemple, chaque ethnie, on prend tel nombre, en fonction de leur masse, ça, ils ne le font pas. Parce que s'ils le font, ils ne resteront pas longtemps au pouvoir. Parce qu'une armée nationale va voir seulement ce qui concerne l'intérêt du pays. Vous allez voir, par exemple, je donne un exemple, par exemple, le Cameroun ici. D'ailleurs, on en discutera prochainement. Pour le Cameroun, le Cameroun, il y a une armée, mais elle n'est pas trop nationale. Voilà. Mais vous savez que le rôle de l'armée, dorénavant, c'est sauvegarder la souveraineté du peuple. Et en dehors de ça, c'est de la mascarade. Alors, pour vous, est-ce que vous êtes d'accord avec Alfred que la plupart, moi j'insiste sur la plupart, moi peut-être je m'attendais à ce qu'ils disent que c'est certains pays qui ont des armées qui ne sont pas nationaux. Bon, je vais te répondre. Pourquoi je dis la plupart? Bon, une seule question suffit de répondre à ta question. Posez-vous la question, je m'excuse. Pourquoi l'Union africaine, qui est la grande institution qui réunit tous les États africains, pourquoi l'Union africaine n'arrive pas à avoir une force unie, capable d'aller même imposer une paix quelque part? Pourquoi? Répondez à parce que la plupart de ces États qui sont membres à l'Union africaine, cette décision ne leur donne aucun avantage. Parce que s'ils essaient de voter au niveau de l'Union africaine, faire une armée africaine forte, et dès qu'il y a des coups d'État, cette armée peut aller corriger, s'imposer, mais ça ne fait pas l'affaire à certains dictateurs. Dès qu'il y a vol d'élection, cette armée peut aller s'imposer, corriger les choses. Voilà pour défendre l'intérêt du peuple. Voilà ce qui ne marche pas. Il y a beaucoup d'exemples qui confirment que les États membres de l'Union africaine, à chaque fois qu'il y a un projet pour l'intérêt du peuple africain, ils ne s'allient pas. Mais seulement quelques États décident, parce que certains États sont quand même des États responsables. Et puis, si nous revenons dans les racines des problèmes, avant les armées de différents pays africains, l'armée était pour le roi et le roi était pour la population. C'est trois choses qui allaient ensemble. Alors, pour le moment, avec les intérêts socio-économiques du colon, on a tout détruit. Donc, c'est pour cela que nos armées africaines, je l'ai dit vraiment à haute voix, n'ont pas des soubassements, n'ont pas des racines assez fortes. Ce sont des armées qui servent seulement au roi et là où la population est toujours victimisée. Est-ce que c'est dans la plupart des pays ou c'est dans Prenons l'exemple du Rwanda en 1994. Dans votre introduction, Madame Solange, vous l'avez bien souligné. Si les forces armées rwandaises de cette époque s'étaient bien alignées avec le peuple, je pense qu'on n'aura pas perdu 1 million de vies, des innocents. Donc, en premier lieu, l'armée doit être un apanage de la population. Et c'est le cas contraire. Vous avez vu par exemple au Madagascar, en Antananarivo, vous avez vu quand même que l'armée s'est alignée à la jeunesse, à la génération Z, sur l'ARI. Et c'est dans ce cas-là que le président s'est enfui. Mais vous vous rendez compte, si l'armée acceptait de mourir pour le président jusqu'à présent, ça serait vraiment de misère. Je voudrais revenir encore sur le cas de la RDC. Vous savez que la RDC, c'est un grand pays avec plus de 100 millions d'habitants qui ne réussit pas à avoir une armée. C'est vraiment... Mais ils ont une armée? Non, ce n'est pas une armée nationale, c'est calqué. C'est une armée calquée. Comment une armée d'un pays constitué de plus de 100 millions d'habitants n'arrive pas à contenir les rebelles?
Cela veut dire que c'est une armée qui n'est pas responsable du pays. C'est une armée à intérêt. Donc, si qui suit seulement que les intérêts du leader. Point. Donc, si les armées nationales ne sont pas organisées, ça va être difficile d'organiser une armée africaine? D'accord. Bon, ça ne va pas être difficile parce qu'il y a d'autres États qui commencent à faire. Ce n'est pas tous les États qui sont dans le même paquet, non. Il y a des États qui s'organisent bien, qui respectent les bases de la fondation d'une armée forte et nationale. Il y a des États qui le font. Et beaucoup des Africains l'apprécient. Alors, si la première mission d'une armée, comme Gaston l'a dit, c'est de défendre les intérêts sécuritaires du peuple d'un pays, alors comment ces forces armées africaines pourraient remplir leur mission tout en respectant les droits humains? Absolument, c'est ça qu'on a bel et bien dit. L'armée, vous savez, l'armée, ce n'est pas seulement un art, mais c'est un métier qui doit être professionnalisé. Pour que le respect des droits de l'homme soit vraiment effectif au niveau de l'armée, il faut que cette armée ait une éthique et une déontologie professionnelle. Il faut que des militaires soient formés déjà au niveau de ce qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté. Et là, c'est par rapport aux mœurs, c'est par rapport pas seulement du droit de l'homme, mais avoir un certain degré de patriotisme. Et c'est pour cela que vous allez voir la plupart des gens moins formés qui ne sont pas patriotes, quand vous leur donnez des armes, des uniformes, ils ne font que dérober, ils ne font que violer, ils ne font que voler la population. Donc l'Afrique, aujourd'hui, a besoin d'une armée professionnelle et qui a une éthique et une déontologie. Et qui va la rendre professionnelle? Si déjà au niveau des pays, ce n'est pas facile, comment est-ce qu'au niveau même continental, les armées africaines seront outillées? Bon, cette question, la réponse mérite beaucoup plus d'être répondue par la conscience africaine. La conscience africaine, le peuple africain doit exiger à chaque État de fonder une armée nationale qui respecte, une armée nationale forte et patriotique pour défendre les intérêts sur le plan national d'abord, et après ils peuvent bel et bien faire des alliances avec les autres États, tel que le cas de l'AIS. Ça fait 3 États. Au niveau de chaque État, ils ont d'abord créé leur armée nationale. Oui, basée sur les aspirations du peuple et le patriotisme et tout ça. Mais en faisant cela, il ne faut pas que les Africains oublient le côté éducation. L'éducation, au niveau de l'Afrique, il faut revoir ça. Parce que l'éducation que la plupart des États africains ont, le système éducatif, c'est le système éducatif hérité du colon. Et téléguidé même par le colon jusqu'à présent dans certains États. Donc tout ça, il faut revoir ça. L'histoire de l'Afrique, il faut revoir. À l'utilisation des armes traditionnelles. Mais non, on ne retourne pas à l'utilisation des armes, mais sans information, sans être bien instruit, on ne pourra pas être un militaire discipliné. Et puis on est en train de parler sur les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme chez les militaires. Vous savez, quand on parle d'armée, on ne parle pas seulement des équipements sophistiqués. C'est ce que j'allais demander, Gaston. Est-ce que quand on parle des armées, les gens comprennent des uniformes, ils comprennent des armes, mais on ne peut pas aller dans l'armée comme ça sans avoir des bases. Des personnes qui savent tirer. Non. Donc, alors, mais vous savez que les militaires proviennent de la société. Oui. Même les présidents de la République, même nous autres journalistes, nous sommes des petits produits de la société. Alors, dès les bas âges, on nous a appris le respect de soi. Et vous savez, chaque fois qu'on se respecte, on doit aussi respecter les autres. Donc, ces gens-là, ces hommes, ces individus qu'on va appeler des militaires, ils doivent être des gens bien éduqués dès la base de leur vie. Alors, moi, je suis sûr et certain que l'Afrique n'a pas besoin de bandits.
Alors, vous êtes en train de nous dire qui vont conscientiser ces militaires. C'est d'abord la famille. C'est la société. C'est d'abord la société, nos familles respectives. Et dans ces cas-là, on aura des gens bien éduqués, qui ont étudié, qui savent se respecter. Mais quand on parle de droits de l'homme, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui est dans l'air. Abstrait. Abstrait, voilà. Il faut que ce soit réalistique. Parce que vous savez, un homme... Alors, pourquoi est-ce qu'un peuple, par exemple, dit que nous avons une bonne armée? C'est parce que cette armée est respectueuse. Disciplinée, voilà. Est disciplinée. Et cette discipline provient d'où? De l'éducation. De l'éducation des bases. Voilà. Alors, l'éducation, vous avez parlé de l'éducation familiale. D'accord. Et vous avez parlé de l'éducation professionnelle. Oui, mais avant même d'aller à l'école, mais qui contrôle l'enfant qui est à l'école? C'est les parents. Tout ça, c'est dans le même box de la société. Ouais, donc la conscience de la société qui va les obliger à exiger au chef d'État d'établir un système qui les convient, qui va défendre leurs intérêts. Mais il ne faut pas aller envoyer des militaires. Il y a des pays qui ont des soldats qui n'ont jamais allé à l'école. Mais ces soldats, quand ils prennent les armes, ils tirent comme ils veulent. Il n'y a pas le respect de la vie humaine, il n'y a pas le respect que quand un ennemi est déjà vaincu, il ne faut pas l'exécuter. Tout ça, ce sont les bases des droits de l'homme. Il faut respecter ça. Et quand un militaire n'a jamais mis pied à l'école, comment vous allez le demander à respecter tout cela? Et comment avant la colonisation, comment les militaires apprenaient la discipline? Comment ça existait même à l'époque de nos aïeux, avant que les colons ne viennent en Afrique ou soit... ils avaient leur stratégie. C'est pas n'importe qui qu'on envoie au combat. Ce sont des adultes, des initiés. Je reviens, des initiés. Les gens qui ont été initiés, on envoie les initiés aller combattre dans telle ou telle région. C'est pas tout le monde ou bien n'importe qui on prend, on envoie, non. Les gens étaient organisés. Alors, cette conscientisation de l'armée, est-ce que ça ne va pas traîner à venir? Si j'analyse le contexte africain, là où on voit beaucoup de milices, là où on voit les terroristes qui entrent dedans, on voit les groupes qui viennent, qui pillent, qui tuent, qui violent les femmes. Est-ce que cette conscientisation, pour vous, est-ce que ça ne va pas traîner? Bon, ça dépend. Ça dépend de l'évolution de l'information que les journalistes donnent au peuple. Ça dépend. Maintenant, il y a quelques États qui respectent le principe. Maintenant, pour encourager les autres États qui ne veulent pas former leur armée, qu'est-ce qu'il faut faire? On invite beaucoup plus les journalistes à encourager ces États qui font des efforts à avoir une vraie armée. Donc, il faut encourager ces États pour pouvoir maintenant pousser l'ego de certains États ou bien certains chefs d'État qui ne veulent pas. Bel et bien qu'ils disposent les moyens, mais ils refusent de faire une armée nationale. Parce qu'ils veulent défendre que leurs intérêts personnels et l'intérêt de leur mentor, qui est le colon. Donc maintenant, c'est d'encourager à chaque fois qu'il y a un État qui fait le meilleur pour avoir une armée digne, prospère, ou soit une armée patriote, qui va même au-delà de sa frontière, qui protège ses citoyens et qui va au-delà de ses frontières. Moi, je donne l'exemple même pour le Rwanda. Le Rwanda, c'est sécurisé. Et le Rwanda, maintenant, est sorti en dehors du pays pour aller défendre un autre État. Que je donne un exemple, la Centrafrique, pour aider le pays à se sécuriser. Voilà les exemples qu'on peut donner aux autres États d'emboîter. Et si on essaie d'analyser si on essaie d'analyser, de voir les défis et je dirais les conquêtes ou les, comment dirais-je, les acquis de ces armées interrégionales. La CEDEAO, nous avons l'armée au niveau de l'Afrique de l'Est, il y a l'armée au niveau de la SADC. Oui. Donc, il y a l'Union africaine, la CEDEAO, la SADC, il y a l'AES. Oui.
qui a remplacé le G5 Sahel. On peut aller même au-delà du continent et analyser d'autres exemples des armées au niveau de l'Europe. Il y a ce genre d'armée. Alors, qu'est-ce qui fait qu'au niveau de l'Afrique, ça ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que... Ah, vous avez parlé des armées nationales qui sont déjà fragiles. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs régionaux qui poussent que ces armées nous parlons de la région des Grands Lacs, par exemple, mais n'oubliez pas que jusqu'à présent, nous sommes en train de parler des indépendances depuis les années 1960, mais maintenant nous sommes dans une phase précoloniale. Vous savez, quand on parle de milices, on parle de groupes terroristes en Afrique de l'Ouest, un peu partout. Et aussi des rebelles. Mais ces gens sont aussi sponsorisés par l'Occident. Mais ce que je veux dire, que ce sujet soit pour nous un temps de réflexion. Soyons conscientisés et puis laissons faire les têtes dures. S'il y a des pays aujourd'hui qui sont en train de se construire au niveau de la sécurité, acceptons, suivons leurs exemples. Mais sinon, il y a beaucoup de facteurs qui montrent qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'avoir de forces de sécurité capables d'assumer cette sécurité pour nos populations africaines. Je le répète encore une fois, nous sommes encore colonisés, nous sommes instrumentalisés. C'est aujourd'hui qu'on commence à comprendre quand par exemple les Tchadiens, les Maliens chassent les forces françaises, mais de bout en bout, au revers, il y a des terroristes qui sont sponsorisés par ces grandes puissances même. Ok, Alfred, alors en parlant justement des acquis et des défaillances, nous avons, il a parlé de la manipulation des colons. Est-ce qu'il y a par exemple, au niveau de la CEDEAO, qu'est-ce qui a fait que ça ne marche pas Bon, d'abord, au niveau de la CEDEAO, n'oubliez pas d'abord que la CEDEAO commence à se fracturer. Parce que 3 pays se sont retirés de la CEDEAO, qui sont le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et se sont constitués en une force, en une alliance des États du Sahel. Donc, ces 3 pays ont affaibli la CEDEAO, économiquement, que ce soit politiquement. La CEDEAO n'est plus la CEDEAO d'hier. Et d'autant plus, vous sachez très bien que c'est une organisation économique contrôlée par Paris. C'est-à-dire que c'est Paris qui imprime jusqu'à nos jours le franc CFA, c'est-à-dire la monnaie. Donc, que ça soit, vous êtes constitué en une force régionale ou pas, tant que vous ne disposez pas les moyens, vous ne pouvez pas aller au-delà de vos forces ou soit au-delà de vos ambitions. Donc au-delà de la fragilité. Les ambitions de la sécurité, le défi de régler avec la sécurité, c'est d'abord de disposer ces moyens et d'avoir une monnaie indépendante pour pouvoir maintenant acheter des armes, faire des grandes alliances avec les grandes puissances pour pouvoir avoir des armes et combattre les terroristes. Maintenant, au niveau des autres États, tels que le cas de l'Afrique centrale n'a pas encore fait des grands avancées dans le domaine de la sécurité. Ils sont encore très loin parce qu'ils sont restés encore piégés par le colon. Donc, de nos jours aujourd'hui, quand nous voyons déjà toute l'Afrique, nous voyons qu'il y a seulement que quelques États, et si on parle des alliances régionales telles que l'AES, est beaucoup plus efficace. Et certains pays individuellement, je dis bien individuellement, sont beaucoup mieux outillés pour protéger leurs citoyens que d'autres États même réunis dans tel ou tel bloc. Donc maintenant, la conscience est que les Africains, d'abord, parce que c'est les Africains qui font l'Afrique. Donc, la question reste aux Africains d'encourager. Quand ils voient un tel État faire des efforts, il faut l'encourager pour pouvoir, ne serait-ce que le peu, d'aider les autres à avancer. Oui. Et comment éviter la politisation des armées?
Bon, c'est dans le contexte actuel, là, on voit que certaines armées travaillent pour les intérêts du président ou pour les intérêts de certains groupes. Comment comment alléger ou même éradiquer la politisation de l'armée? Alors, pour dépolitiser l'armée d'abord, il faut que les Africains nous-mêmes, nous prenions notre destin entre nos mains. Aussi longtemps. Mais vous savez, le président de la République, par exemple, mais c'est un produit sociétal. Il vit aussi de la société. Et il travaille dans un courant, dans un système. Et il a son entourage. Et tout son entourage-là, ce sont des villageois. Ce sont des gens de la campagne. Nous venons donc, c'est beaucoup plus question de maturité politique. Mais vous savez, on a toujours dit que le militaire ne doit pas se mêler de la politique. Mais si nous définissons la politique en tant que science qui étudie beaucoup plus sur le management des affaires de l'État. Alors comment l'armée alors ne peut pas être inclus dedans? Vous dites l'armée? Oui. Dans la politique. Il faut mais vous savez, quand nous sommes en train de définir la politique ici chez nous, c'est général. La politique, c'est la vie même. Ça a d'abord une définition péjorative. La politique, c'est pour les autorités. C'est ça qu'on appelle. Donc, la façon de gérer les affaires de l'État. Mais tu sais, quand par exemple, on dit, ce type-là, c'est un politicien, ça a toute une connotation négative. C'est comme si c'était un menteur. Mais je suis en train de dire, avec les élites, en tout cas, tout est possible. Même ces militaires doivent être bien formés et puis ne pas se mêler, ne pas s'ingérer dans les affaires qui ne les regardent point. Je vous ai donné, mais vous savez, nous avons eu des armées en Afrique, des armées vraiment héroïques, qui se sont toujours alignées derrière la population. Parce que quand on parle de cette population, c'est les parents de ces grands généraux, c'est leurs frères et sœurs. Donc, nous devons faire une marche en arrière pour comprendre vraiment les rôles des armées pour sauvegarder nos souverainetés. Mais sinon, si les militaires se mêlent des affaires politiques aveuglément, eh bien, là, nous souffrons tous ensemble. Où est-ce que les militaires peuvent se mêler dans la politique? Quand est-ce ou dans quel contexte les militaires peuvent se mêler dans la politique? Mais nous avons bel et bien défini que les rôles des militaires, ce n'est pas seulement apprendre à tirer des armes lourdes. Mais vous avez vu, les militaires, ils sont médecins, ils sont anthropologues, ils sont architectes. Je pense que c'est dans ce cadre qu'ils doivent beaucoup plus contribuer. Mais l'image que nous avons aujourd'hui, depuis les années de l'indépendance, nous avons vu des armées nationales en train d'écraser les opposants. Et là, quand vraiment une armée nationale se range derrière... Ça, ce n'est plus une armée nationale. Ce n'est plus une armée. C'est une milice. C'est une armée. C'est une milice déguisée en armée. Parce qu'il faut faire la part. C'est une milice présidentielle ou républicaine, entre guillemets. Mais sinon, moi, j'aimerais... Il y a quelques présidents africains qui ont quand même essayé et qui essayent aujourd'hui. Vous allez voir des militaires qui sont ingénieurs en métallurgie, en construction, en topographie, en médecine, dans différentes branches, des gynécologues. Je pense qu'avec ces gens-là, vous allez faire un ouf de joie en disant nous avons une armée bien formée, une armée qui est consciente de la vie sociale. Ok, merci beaucoup. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes en train d'analyser le rôle des forces armées africaines dans la stabilité et la paix du continent. Et ce soir, nous sommes en train d'analyser comment ces forces armées africaines peuvent contribuer à la sécurité durable qui reste encore à désirer au niveau de la plupart ou de certains pays africains
africain. Alors, je vous dis que vous pouvez envoyer un message sur le numéro qui s'affiche à votre écran. Et il y a des gens qui ont commencé à envoyer les messages. Je vais les lire en attendant qu'on aille aux autres questions. Il y a quelqu'un qui n'a pas dit son nom, a dit la majorité des armées en Afrique sont pseudo-étatiques. Elles ne sont que là pour protéger la junte au pouvoir ou pérenniser l'état des lieux caractérisés par la misère du peuple. Et si les armées des pays voisins du Rwanda étaient patriotiques, c'est-à-dire issues de toutes les couches de la population, à quoi serviraient les milices Bonerakure, Wazalendo, FDLR, ainsi de suite? Donc c'est quelqu'un qui a envoyé un message. Je me rends compte qu'il envoie souvent des messages, mais parfois peut-être on ne les lit pas. Donc si vous pouvez aussi contribuer, comment rendre ces armées africaines plus importantes, plus efficientes en matière de sécurité pour assurer vraiment une paix durable qui reste à désirer jusqu'à présent. Alors une autre question qui est venue dans mon esprit, c'est en rapport avec les forces onusiennes. Si il y avait à décider que... Qui a décidé? S'il arrivait, j'ai dit s'il arrivait que on demande aux peuples africains de choisir entre les forces armées onusiennes et les forces armées africaines, pour vous, penseriez-vous que les forces armées africaines seront choisies par les citoyens africains dans des zones de conflit? Bien sûr. D'abord, ça provient de l'Afrique, oui. Donc, par définition, ça vient. Ils choisiront absolument l'Afrique, les forces armées africaines. Mais est-ce qu'elles existent? C'est la question qui reste. Mais maintenant, cette question est posée à l'Union africaine. Pourquoi jusqu'à présent... c'est notre ami Kanyana qui a envoyé un message. Pourquoi jusqu'à présent, l'Union africaine n'arrive pas à avoir une armée africaine prête à défendre les lois de cette union? Maintenant, je donne un exemple. La guerre au Soudan, qui a éclaté maintenant presque 3 années déjà, l'Union africaine était là. Mais qu'est-ce qui a empêché l'Union africaine de forcer les belligérants à faire la paix, à s'asseoir et à faire la paix? Qu'est-ce qui a empêché l'Union africaine de forcer El Bourhan, c'est-à-dire le général El Bourhan, le président de transition qui a élu sa résidence au Port-Soudan? Qu'est-ce qui a empêché? C'est parce qu'il y a toujours des influences qui forcent l'Union africaine à ne pas avoir la main libre. Ce qui a influencé cette Union africaine à se faire entendre par les Africains, c'est parce qu'elle, des fois, ne prend pas des décisions indépendantes, mais influencée par l'extérieur, tel que le cas du Soudan. C'est le lobby arabe qui influence maintenant sur l'Union africaine à ce que le cas du Soudan ne soit pas réglé le plus tôt possible, pensant que, voilà, avec le temps, soit leur camp vont gagner ou soit le camp de l'autre va perdre. Et quand aujourd'hui nous entendons que telle ville au Soudan a été conquise par l'autre force, le FSR, c'est maintenant que l'Union africaine sort et essaie de parler, alors que l'Union africaine pouvait très bien forcer les deux à s'asseoir sur la table et arrêter ce conflit-là, à se propager. Parce que dans un conflit, il y a toujours des pertes en vies humaines, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est moi qui suis plutôt pessimiste, hein. Mais je pense que ce que vous êtes en train de dire, c'est l'idéal, Alfred. Mais sur le terrain, on voit d'autres réalités. On voit que les forces onusiennes, là où elles sont, au moins il y a de l'aide qui peut arriver même aux déplacés, aux autres. Mais on remarque que dans certains pays où les forces armées africaines interviennent, parfois on ne voit même
parfois, je dis parfois, c'est pas tous les jours, parfois on ne voit pas même de cet aspect social, l'aide alimentaire, les soins médicaux. Est-ce que cela ne vient pas à la conclusion que les forces onusiennes sont encore mieux outillées et mieux efficaces que les forces armées africaines? Oui, ça c'est beaucoup plus l'aspect de l'équipement. Et vous savez, ils font de l'humanitaire, ça c'est de l'humanitaire. De l'efficacité. Non, non. C'est-à-dire, il assure, on voit qu'il assure l'humanitaire n'est plus la sécurité. Non, non, il assure la paix et l'humanitaire vient. Non, il n'assure pas la sécurité. La guerre est venue. Mais soyons concrets. Qui nous a ensorcelés? Qui nous a empoisonnés? Qui nous a dit qu'un jour le Rwanda sera sécurisé par l'ONU? Qui nous a dit que les Tchad, le Burundi, le Congo sera sauvegardé par ces forces onusiennes? Nous avons une bonne expérience ici au Rwanda. En 1994, après les génocides perpétrés contre les Tutsis, il y a les Minoirs, ces Onusiens qui ont été chassés par les Rwandais. Parce que quand même, à cette époque, le récent gouvernement rwandais qui venait de prendre place était conscient qu'ils doivent prendre leur destin en main. Donc, de dire que les forces onusiennes sont mieux positionnées pour ramener, pour garder la paix aux Africains, ça aussi, c'est du venin que nous héritons de la colonisation. Je suis sûr que l'Afrique appartient aux Africains. Oui, et qu'ils doivent eux-mêmes prendre de mesures suffisantes, efficaces pour garder sa sécurité. Ok. Bon, merci beaucoup. Alors, à quand cela va arriver? À quand? C'est maintenant. Si je vous dis, parce que l'armée ne suffit pas de faire des têtes hautes. Attendez un peu, Gaston. Oui. Il ne suffit pas seulement d'avoir des armées, mais il faut que ces armées soient bien formées, vous l'avez mentionné. Il faut qu'ils soient bien payés aussi, qu'ils aient des salaires. Il faut qu'ils soient équipés. Il faut qu'ils soient disciplinés. Alors, tout cela pour que ça puisse entrer en symbiose, pour que ça puisse donner un résultat, et il faut des moyens que les pays africains n'ont pas encore. Pas seulement ce moyen. Il faut d'abord un système. Les moyens. Il faut d'abord un système. Montrez-moi ces moyens et puis je vais revenir à Fred. Nous avons dit, le premier moyen, c'est d'abord la volonté. Il faut que nos armées africaines il faut que les hommes, donc les militaires, soient un produit bien préparé de la population. Vous savez, ces militaires. Avec quels moyens? Avec quels moyens? Mais qu'est-ce que nous manquons en Afrique? Si les pays continuent à dépendre des dettes extérieures, à dépendre des dons, et comment ces pays pourraient être indépendants militairement? Bon, vous savez, les moyens d'abord, il faut un bon leadership. Il faut un bon leader, un bon président, oui. Et un bon leader va avoir de bons projets pour impacter sur son peuple. Tant que l'Afrique ne va pas avoir de bons leaders, on a des leaders, des bons leaders, mais ils sont rares. Mais on encourage les citoyens à exiger de leurs chefs d'État de devenir des bons leaders, parce qu'ils sont déjà chefs d'État. Donc, que leur peuple exige d'eux de devenir des bons leaders, comme les bons leaders qu'ils ont tendance à regarder à la télé ou bien entendre parler d'eux et tout ça. Donc, quand on est déjà un bon leader, on va avoir une armée nationale basée sur le droit du citoyen. Ça, c'est un bon leader. Les moyens, alors? C'est-à-dire l'armée citoyenne. Et les pas une armée de clan ou bien une armée de telle ethnie parce que le président est de telle ethnie. Non, il faut une armée. Un bon leader aussi doit avoir des ressources à utiliser. Mais les petits moyens, les petites ressources que nous avons, les petites ressources que nous avons, nous pouvons les utiliser mieux. On n'a pas besoin qu'un militaire, par exemple, soit payé $1000 par mois.
Mais s'il a quand même 200 dollars qui peut lui aider à fonctionner, ça peut déjà être une bonne base. Mais ne croyons pas que même ces grandes puissances qui ont des armées puissantes, mais ils ont commencé toujours par les racines. Ouais. Et puis l'arbre a poussé. Donc, c'est pour cela que je dis, le premier moyen, c'est la volonté. Mais nous avons beaucoup d'exemples de ces gens qui fuient des guerrieros, des rebelles, et qui ont commencé à zéro, et qu'aujourd'hui, ils ont pu construire quelque chose d'important. Donc, l'aspect le plus crucial, c'est beaucoup plus la conscientisation, les savoirs. Mais prenez des exemples de pays quand même qui sont en sécurité. Ça ne veut pas dire que leurs militaires sont très très bien payés. Mais il y a cet aspect-là de moralité, il y a aussi de patriotisme et c'est bon leadership. Parce que la chose la plus cruciale ici, aussi longtemps que nos présidents passent la nuit en Afrique et qu'ils dorment en Occident pour aller trouver le briefing, pour venir ruiner nos pays, bien sûr, nos armées seront toujours à l'écoute de ces Occidentaux. Et le panafricanisme qui a été prêché depuis bien même vers la fin de l'époque coloniale, et le panafricanisme dans tout ça, quel est son rôle? Le panafricanisme est présent. Qui est plutôt théorique. Oui, c'est grâce au panafricanisme qu'aujourd'hui, on en trouve quelques chefs d'État qui ont un très bon leadership en Afrique. Ils deviennent comme un exemple, le Rwanda. L'Afrique de l'Ouest que vous voyez, il y a déjà le Niger. C'est inspiré du leadership rwandais. Il y a quelqu'un, c'est Kanyana, notre ami qui a envoyé un message, je vais le dire avant qu'on termine notre émission. Il dit, qu'est-ce que les forces des Nations Unies ont sécurisé la population locale en Somalie, en RDC Katanga, au Kivu, au Rwanda? Ici, elles ont été abandonnées, elles ont abandonné les victimes que les Interahamwe sont allés abattre à Nyanza après que la Minoire ait pris l'avion à Kanombe. Les missions de maintien de la paix ont des agendas cachés. C'est ce que notre ami Kanyana... Ce sont des mercenaires. Oui, Ça, c'est vrai parce que ça se démontre partout. Et nous avons quelques rappels encore, que ce soit au Soudan ou soit en République centrafricaine. Les missions de l'ONU se transforment sous forme de mercenariat. Donc, on le sait. Mais le problème ici, revenons à notre sujet, le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est une idée basée sur le patriotisme. Et c'est grâce à ce patriotisme-là qu'aujourd'hui, les panafricains exigent à nos sociétés africaines à emboîter le pas. Tel que, par exemple, aujourd'hui, si tu es un journaliste, si tu n'es pas trop patriote, personne ne va te suivre. Parce que ça, c'est l'effet du panafricanisme. C'est-à-dire s'affirmer dignement, voilà, aimer son pays, aimer son prochain, et respecter tout ce qui est loi, quoi. Et ne pas aussi laisser les autres venir nous mélanger, voilà, nous dire que nous, les Africains, on se montre un à un, voilà, qu'il y a tel pays et contre tel pays ou tel pays contre... Non, nous sommes les Africains, le panafricanisme. Donc, l'Africain sans frontières, en un mot. Donc, l'Africain doit être un exemple d'un vrai patriote. Et cela a fait que beaucoup des États africains, grâce à leur peuple, qui ont reçu ce message ou cet enseignement du panafricanisme-là, a exigé de leurs chefs d'État à changer leur méthode de gouverner. Voilà. Et pour aller vers la fin, quel est, disons, un bon exemple qui peut être modèle pour la plupart des pays africains? Aujourd'hui en Afrique. Si on enlève le Rwanda, bien sûr, parce que nous sommes... Non, on ne peut pas enlever le Rwanda. Parce que les gens qui nous suivent ne sont pas seulement des Rwandais, il y a beaucoup de nationalités. Mais il y a le Sénégal, par exemple. Il y a le Rwanda, le Sénégal et les États de l'AES. Vous vous souvenez qu'il y a une base militaire
qui était quelque part au Sénégal, Oui, si. qui était démantelée. Et c'était Alors, une base qui venait de passer plus de 100 ans. Je n'avais pas terminé ma question. Oui, allez-y, allez-y. Je voulais te demander des Mais exemples. vous n'allez pas nous empêcher de parler. Oui, oui, le Rwanda, souvent les gens disent, ah, vous parlez de ça parce que vous êtes au Rwanda. C'est comme ça que vous parlez de bonnes choses. Même des bonnes bien choses avant du qu'on arrive Rwanda. ici au Rwanda, on en a parlé du Rwanda. Ok. Ce n'est Donc, pas nouveau, mis à parce part, que c'est des exemples. l'armée patriotique rwandaise ou l'armée de la défense nationale du Rwanda, si on met à part cela, est-ce qu'on peut avoir d'autres exemples? Vous avez pas mentionné l'armée sénégalaise. Et puis, Solange, On a l'armée on n'est sénégalaise. pas en train de parler du N'oubliez Rwanda, pas aussi, du Rwanda en Europe ou aux États-Unis. C'est un Rwanda qui est en Afrique, qui tire aussi des expériences d'ici et là. Et vous savez que même la force armée rwandaise aujourd'hui, les RDF, ils ont aussi des expériences qu'ils puisent ailleurs. Et puis, il y a ce qu'on appelle interaction entre les armées. Les armées Donc, africaines. restons quand même optimistes qu'il y a des efforts qui sont en train d'être fournis d'ici et là pour voir si on peut s'en sortir. Et puis moi, je suis sûr et certain que cet aspect, si les armées africaines essaient de s'unir et de comprendre des choses d'une manière valable et commune, ça pourra même être la clé. Parce que nous sommes en train de parler d'instrumentalisation par les Occidentaux. Mais si nos militaires, en Afrique en général, essaient de mettre ensemble et de comprendre les enjeux, je suis sûr que ça sera aussi... Parce que nous autres journalistes, quand nous sommes en train de parler de remèdes, des médicaments qui peuvent aider l'Afrique, nous parlons des médias, les rôles des médias. Mais pourquoi pas les militaires? Mais est-ce qu'il y a un message pour les parents que vous pouvez donner? Je dis ce message, le panafricanisme reste un grand espoir de reconversion pour que les peuples africains se mobilisent pour le leadership plus responsable. Ici, nous parlons du leadership d'impact. Alors, et en allant vers la... Est-ce qu'il y a un message pour les parents que vous pouvez leur donner par rapport à leur façon de voir les militaires? Parce que souvent, il y a des parents que vous pouvez leur dire, votre enfant vient de terminer l'école secondaire, peut aller faire dans l'armée, il peut aller dans l'armée. Et les parents disent, non, mon enfant, il ne peut pas, apprendre à tuer. Il va aller mourir là-bas. Ou il ne va pas mourir là-bas. Ils oublient que la malaria, le sida, le Covid, on l'a vu, ça a tué beaucoup. Ici, le problème, c'est quoi? Quel message vous pouvez leur donner? Le message, c'est que d'abord, un militaire, c'est d'abord, on devient militaire pour protéger son pays et son peuple. Quand il y a une agression extérieure, que le pays soit prêt avec ses militaires pour défendre le pays et le peuple. Maintenant, décourager les jeunes à ne pas aller dans l'armée, ce n'est pas une bonne chose parce que cela découle de l'irresponsabilité, c'est-à-dire qu'on n'est pas prêt à défendre notre pays. Quand un enfant qui est indiscipliné, on dit, il faut que tu ailles dans l'armée. Comme ça, l'armée, c'est comme si l'armée... C'est poubelle. Voilà. C'est pas de la poubelle, mais dans l'armée, c'est aussi un métier noble. Oui, sans l'armée, un pays ne peut pas fonctionner. Est-ce que dans l'armée, on apprend seulement à tuer? Parce que oui, dans l'armée, il y a beaucoup de choses. C'est les gens que... C'est la perception que les gens... Non, dans l'armée, il y a l'école, il y a les enseignements là-bas. Donc, c'est pas seulement que l'enfant ne vaut rien, on l'envoie. Non, il y a des intellectuels, des enfants très intelligents qui décident d'entrer dans l'armée et ils atteignent les objectifs. Donc, maintenant, il y a un point très important. Oui. C'est que... on termine sur ce point. C'est que d'abord, il y a une chose. Ce que les Africains doivent faire, c'est d'abord d'encourager leur chef d'État à devenir des bons leaders, des leaders patriotes. Et s'ils n'en disposent pas, ils peuvent en faire un leader, un nouveau président. Parce que le président est là pour être un bon chef. Il n'y a jamais un mauvais chef. Un chef
doit être bon pour être mieux apprécié par son peuple. Et si tu es mal apprécié par ton peuple, tu ne peux pas mener des projets qui vont aller dans les intérêts de ton peuple ou dans l'intérêt du pays. Voilà, donc autrement dit, tu n'auras pas une bonne armée. Donc il faut une armée nationale basée sur les aspirations du peuple sans discrimination dans les recrutements. Dans les recrutements militaires, il ne faut pas recruter de l'autre côté. Il faut recruter tout ensemble. Merci beaucoup. Oui, en respectant le quota. Merci beaucoup. Je ne sais pas si le quota, ça marche partout. Gaston, moi, un message sur les parents. Pour les parents, pour alléger leur peur. Quand on leur dit votre enfant peut faire un bon militaire, qu'est-ce qu'on apprend même dans l'armée En bref, si nous trois ici, nous refusons nos enfants que nous avons éduqués tout azimut de rejoindre le rang de l'armée, soyons sûrs que ces gens immatures, ces voleurs, ces violeurs, quand ils vont faire l'armée, ils vont se retourner vers nous. En grosso modo, nous éduquons nos enfants et puis nous les encourageons un jour de venir nous protéger. Est-ce que dans l'armée, ils apprennent d'autres choses que de tirer ou... Bien sûr. Le truc là de tirer, j'ai l'expérience. Un bon militaire peut être un bon docteur? Absolument, nous avons ces expériences d'ici et là. Donc, l'armée, c'est beaucoup plus la volonté, l'éducation. Vous savez, un militaire tire pour défendre, mais pour vivre, il soigne, il construit des ponts, ainsi de suite. Et il ne tire pas sur les innocents? Jamais. Il tire seulement sur les militaires? Non, et pour défendre, sa population. Merci beaucoup. Je vous remercie, Gaston Rwaka, de votre participation à cette émission. Merci aussi de participer dans la préparation. Alfred, merci beaucoup. Merci. Tu nous avais manqué. Oui, mais je suis là. Maintenant, je vais participer à l'émission régulièrement. On va discuter de ce qui concerne notre Afrique. Notre Afrique. C'était l'émission Leadership d'Impact. Et ce soir, nous avons parlé du rôle des militaires africains dans le maintien de la paix durable, de la sécurité durable. Nous avons vu que c'est possible que les armées africaines puissent défendre le continent plutôt que les armées importées de l'extérieur. Il suffit seulement de la volonté selon les invités et il suffit aussi de la formation professionnelle. Il suffit aussi d'avoir les moyens pour que ces militaires africains puissent garantir une paix durable. Moi, c'était Solange Ayanoné, prochainement. Shari Logo.